Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Nun Tet. La Gemara ramène ici une halakha qui était envoyée d'Eretz Israël, sur laquelle les Chachamim d'Eretz Israël ont dit c'est une halakha difficile. Difficile dans les dîners mamonotes. La halakha aurait été de dire un fils qui a vendu du vivant de son père. Du vivant de son père, il a vendu les biens qu'il va hériter. Finalement, le fils, il est mort d'abord. Le père ensuite. Le petit-fils pourra reprendre les biens qui ont été vendus par son père de leurs acheteurs. Et sur ça, on a dit c'est une halakha difficile à comprendre. La Gemara s'étonne, elle demande qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Tu pourrais dire, si les acheteurs ils disent, mais comment est-ce que tu reprends un terrain que tu as hérité de ton père alors que lui-même nous l'a vendu? Il pourrait leur répondre, moi je l'hérite pas de mon père, je l'hérite directement de mon grand-père. Et sur ça, on ramène un passage qui dit, voilà, à la place de tes pères, se tiendront tes fils. Donc tu vois que les fils peuvent se tenir directement derrière le père. Derrière ton père, ton fils se tient. Donc le petit-fils, il vient à la place de son grand-père, sans passer par le père. L'Egma propose quelques autres halachot difficiles, pour dire que ce serait sur ça que se rapporte la difficulté. L'Egma repousse toutes les difficultés en disant non, toutes ces halachot sont compréhensibles. Concernant par exemple un témoin qui a signé, puis ensuite il a eu un psoul, soit il est devenu un voleur, soit il a eu une proximité de famille, et ensuite on a reconnu sa signature, on dit que c'est bon, c'est cachère, tu devrais craindre qu'il a signé quand il n'était pas psoul, et qu'il a menti sur la signature, il a écrit sur la date, il a écrit une fausse date, et donc tu peux pas dire que nous on a reconnu sa signature qui a été écrite quand il était cachère parce que la date nous prouve qu'il était encore cachère. Non. Tu devrais craindre que ça ait été écrit ensuite quand il n'était pas psoul. La Gemara repousse toutes ces difficultés, elle dit non, il n'y a aucun problème à comprendre ça. On peut soit interpréter dans un cas précis, soit par principe, si c'est une proximité de famille, si c'est un psoul parce qu'il est proche de famille, il n'est pas forcément un menteur. Un gendre, il n'est pas psoul de témoigner sur son beau-père, même si tu sais que c'est pas un menteur comme Moshe Rabbeinu ou Aaron Cohen, il peut quand même pas témoigner sur son beau-père. Donc si maintenant on a reconnu sa signature avant qu'il devienne son gendre, tu n'as pas à craindre qu'il a écrit et signé après qu'il est devenu son gendre et qu'il a falsifié la date. Tu n'as rien à craindre. Donc c'est normal de comprendre que ce soit cachère. Donc quelle est la halakha difficile à comprendre? La Gemara revient sur la première halakha qui a dit le petit-fils récupère les biens de ses acheteurs alors qu'il a hérité de son grand-père en passant par son père qu'il avait vendu. Et comment peut-il récupérer des biens que son père a vendus alors que l'héritage traverse son père qui est déjà mort, son père dans la tombe? Et ça, c'est donc la difficulté à comprendre. La Gemara dit que le passage qui disait « Après tes pères se tiendront tes fils », ce ne vient que comme une bracha, pas comme une halakha. C'est pas une halakha, c'est une bracha qui souhaite comme quoi tu vas avoir des fils et des petits-fils et tout ça, mais pas une halakha. Donc finalement, concernant la halakha, le petit-fils il peut hériter directement son grand-père et il n'y a pas de difficulté à comprendre il peut pas hériter directement son grand-père. Et donc il n'y a pas de difficulté à comprendre que les Chachamim d'Eretz Israël s'étaient étonnés sur cette halakha et ont dit oui c'est une halakha difficile. Donc ça reste une halakha difficile, c'est sur ça qu'on a dit que c'est la halakha difficile. Là, la Gemara ramène une objection où on pourrait comprendre que un fils un petit-fils hérite directement son grand-père. La Gemara repousse l'objection. La Gemara ensuite pose une nouvelle question. Donc finalement ça reste comme ça. Que le petit-fils hérite le fils qui hérite le grand-père. La Gemara pose une nouvelle question. Un fils, sa mère est morte. Et lui, il est mort avant sa mère. Il a des demi-frères. Je reprends. Un homme est mort du vivant de sa mère. Sa mère ensuite, elle est morte. Et elle a un héritage. Qui c'est qui va l'hériter? Est-ce que c'est son fils dans la tombe qui va l'hériter? Ou bien ce sont ses frères à elle qui vont l'hériter? Si c'est son fils dans la tombe qui va l'hériter, qui est-ce qui va hériter ce fils-là? Ses demi-frères. Ses frères du côté de son père vont pouvoir l'hériter.
alors qu'ils sont étrangers à cette dame-là. Mais ils vont dire non, nous on l'hérite en passant par son fils à elle. Alors que les frères, ils disent, ben non, lui il est déjà mort, il l'hérite pas, sa mère, donc c'est nous les frères qui héritons notre sœur. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? La Gemara ramène des preuves comme quoi un fils n'hérite pas dans la tombe sa mère qui est morte après lui pour faire passer à ses frères, à lui. Et donc c'est les frères de la mère qui vont hériter directement. La Gemara elle apprend ça d'une racha des psukim qui compare l'héritage d'un fils qui hérite sa mère à l'héritage d'un mari qui hérite sa femme. De même que le mari qui hérite sa femme ne peut pas hériter sa femme qui est déjà morte, il hérite à la mort de sa femme ce qu'elle a, c'est bien, mais après sa mort, il ne pourra pas hériter son beau-père à travers sa femme dans la tombe. C'est fini, il ne peut plus hériter maintenant ce qu'elle doit recevoir. De la même manière, un fils, une fois qu'il est déjà mort, n'hérite plus sa mère. Et donc, ses frères, ses demi-frères ne pourront pas l'hériter. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. Un homme a dit à son ami, je te vends les biens que j'ai achetés de Bar Sissine. Et voici que, sur un champ, le vendeur dit, celui-là, il s'appelle Bar Sissine, mais ça ne fait pas partie des biens que j'ai achetés de monsieur Bar Sissine. L'acheteur, il dit, c'est un terrain qui s'appelle Bar Sissine, donc, tu l'as acheté de Bar Sissine et je dois le prendre. Je le mérite. Nous avons là-dessus une marloquette entre Rava et Rav Nachman. À qui donner raison? Qui c'est qui doit prouver? La Gemara dit, contre ça, nous avons une marloquette de Rava et Rav Nachman à l'inverse. Dans un cas où quelqu'un habitait dans une maison et il vient, le vendeur, il dit, mais pourquoi que tu fais chez moi? Et l'acheteur, il dit, mais je te l'ai acheté, ça fait 3 ans que j'habite ici. J'ai une chazaka. Tu n'as pas à protester, donc j'ai fait une bonne chazaka. Le vendeur, il dit, mais moi, j'habitais dans les pièces intérieures, je traversais sans arrêt ton habitation. Et donc, c'est pas ta chazaka. Et donc, ta chazaka, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, ta chazaka. Et à nouveau, Rav et Nachman sont marloquette, à qui donner raison? Qui c'est qui doit prouver? Qui c'est qui doit prouver qu'il a raison? Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Celui qui avait donné raison au vendeur, dans la première histoire, donne ici raison à l'acheteur. Et celui qui avait donné raison à l'acheteur en disant au vendeur de prouver, ici c'est le contraire. Et la Gemara résout la contradiction de Rava et la contradiction de Rav Nachman. Comment distinguer? Et pour quelle raison distinguer entre ces deux cas-là, selon Rava et selon Rav Nachman?